Bonjour, comment en es-tu venu à travailler sur ce projet-là, sur Jack London? Tu avais déjà fait une adaptation d'un autre roman avant, donc c'est une seconde adaptation. Ouais, alors le premier roman était une adaptation de Pierre Macorlan. Et après cette adaptation-là, plutôt bien accueillie de manière globale, je me suis demandé un peu qu'est-ce que j'allais faire et j'ai mis des options pour, avec Clotilde Vue pour avoir les droits d'un autre roman. Mais c'était pas du tout un roman maritime. Je sais pas spécialement, il s'agissait d'un Pérez Reverté, donc tout à fait une autre époque et d'autres costumes et tout ça. Et en fait, j'ai pas eu les droits. Donc je me suis rabattu sur d'autres sujets et j'ai démarré l'adaptation dans Jack London qui est Le Vagabond des étoiles. Et j'ai dû travailler à peu près 3 mois sur ce livre-là pour finalement abandonner en cours de route parce que c'était... Enfin, en dépouillant l'histoire, en travaillant dessus, j'ai trouvé des choses qui faisaient que pour moi c'était bancal et que j'assumerais difficilement le livre. Et en même temps, c'est un livre très noir et dans ma vie privée, personnelle, j'avais des moments très douloureux et difficiles. Et la conjonction de toute cette noirceur a fait que j'ai dit non, il me faut quelque chose de plus structuré. Or, en travaillant sur ce Jack London, j'ai évidemment j'ai eu des lectures transversales sur l'œuvre de London et j'ai découvert Le Loup des mers que je n'avais pas lu, parce que j'étais un grand lecteur dans mon adolescence de Jack London, mais je n'avais pas lu Le Loup des mers. Et en lisant ce petite étude de Lacassin sur Le Loup des mers, j'ai fait « Ah, ça pourrait être bien ». J'ai donc été l'emprunter à la bibliothèque, je l'ai lu, et j'ai dit « Voilà, j'ai trouvé le roman que je vais adapter ». En couverture de l'album, c'est écrit donc librement adapté. Oui. Tu restes quand même relativement proche du roman. Oui. Donc librement, c'est quoi pour toi? Je sais pas, déjà c'est la collection qui porte ça sur tous ces livres. Alors, c'est pas moi qui ai choisi. Je pense qu'en mettant librement, d'abord, Clotilde laisse supposer que c'est, quelle que soit l'adaptation faite, quel que soit l'auteur, il ne faudra pas y chercher à retrouver exactement le roman d'origine. Je veux dire que adapter, c'est d'abord une demande de liberté. C'est-à-dire si on commence à être contraint et faire du mot à mot, on ne peut pas faire une belle version du livre. Donc je pense que le librement est simplement quelque chose pour décontracter le lecteur, le journaliste comme toi, ou même l'auteur pour se dire « Allez, si je dois trancher, couper, je le fais ». Maintenant, je suis assez proche du roman parce que si je l'ai choisi, c'était quand même parce que j'avais de bonnes raisons de le suivre. Et en même temps, si tu as lu le vrai ou si tu en as un bon souvenir, il y a quand même au moins une chose assez fondamentale qui a été modifiée, à savoir ce qui arrive à l'écrivaine Maud Brewster au cours du récit. Quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés dans l'adaptation justement de ce roman? La plus grande difficulté, c'est pas nécessairement l'adaptation, mais le fait de passer d'un roman contenant 200 pages de texte à une bande dessinée devant tourner autour de 100 pages. Donc, c'est pas très artistique de parler de ça, mais j'avais un problème de contenant-contenu. J'avais beaucoup plus d'informations à mettre dans une plus petite bouteille. Enfin, je veux dire, une adaptation comme ça, c'est passer d'un format littéraire à un autre format littéraire. Hein. La bande dessinée reste dans le domaine du livre, c'est pas du cinéma évidemment. Donc du coup, mon premier problème, c'était d'arriver à mettre toutes les informations nécessaires pour que je retrouve moi la qualité du récit dans un format plus contraint. Voilà. Et après, on peut parler de style, mais enfin, j'avais quand même un sacré problème de résumé, on va dire. Voilà. Et la mer, c'est un sujet qui te convient bien? Tu vis proche de la mer? Alors, c'est la rencontre que j'ai faite surtout avec À bord de l'Étoile matutine. C'est pas la première fois que je dessinais la mer, mais malgré tout, je me suis retrouvé dans l'album précédent, immergé, on va dire, totalement dans cette chose-là. Et hormis la belle rencontre de l'écriture de Macorlan, graphiquement, j'ai eu un bonheur très grand à représenter la mer. Et visiblement, des réactions autour de moi m'ont laissé penser que je me débrouillais pas trop mal. Donc du coup, c'était avec plaisir que j'abordais Le Loup des mers, parce que je n'ai pas encore tout dit avec l'eau, avec la mer, donc je vais pouvoir encore développer des parties graphiques, on va dire, qui viendront aider la dramaturgie, que ce soit par les tempêtes, les brumes, les calmes plats, enfin voilà, c'est un décor vivant que la mer, et donc du coup, ça peut venir appuyer les ambiances selon le scénario, quoi. Et pour toi, c'est vraiment un personnage central aussi de ce roman? Non. Non?
Non, c'est simplement ça symbolise l'isolement des hommes pris sur le bateau. On ne peut pas s'échapper d'un bateau. Si on veut s'en aller, on tombe à l'eau. Je veux dire par là, donc on est prisonnier d'un bateau. C'est la liberté, mais c'est une prison flottante. Et donc la mer, elle vient symboliser le fait que c'est la mort autour. Enfin, je veux dire, on ne peut pas survivre, surtout dans la mer de Bering, à distance de tout, on ne s'en sort pas. Donc finalement, ces gens sont contraints dans un huis clos qui est le bateau. Donc la mer est un décor vivant, mais c'est pas un personnage. Je veux dire par là, elle n'est pas moteur de l'histoire, c'est pas elle qui déclenche des événements narratifs. Les événements narratifs, c'est la confrontation des deux hommes. C'est ça qui fait l'histoire. Et finalement, la mer est là pour les coincer. Et moi, je m'en sers graphiquement pour venir appuyer, comme je disais avant, les atmosphères. J'ai lu que Jack London était assez déçu quand on qualifie son roman de roman d'aventure. En fait, c'est bien plus que ça. Il était déçu de... C'est-à-dire qu'en fait... il a toujours fait finalement du roman d'aventure, mais il n'a jamais totalement assumé ça, parce qu'en fait c'est un auteur politique, c'est un auteur philosophe, et il parle d'autre chose. Et l'aventure est un contexte qui lui permet de ne pas être pénible, avec des débats d'amphithéâtre, de philosophes, je veux dire. Donc lui, il plonge toujours ça dans de l'action. C'est une manière, je trouve, très élégante de s'adresser à des lecteurs, parce que c'est distractif de mêler de l'aventure et de l'action à des préoccupations philosophiques. Donc... c'est très réducteur de dire que c'est juste un auteur de romans d'aventure. Donc je pense qu'il n'a pas trop aimé ça à son époque. Et en plus, en France, il a été essentiellement connu comme romancier d'aventure jeunesse. Ce qui est à cause du Cro-Blanc, finalement. Et tout le reste de sa littérature ne l'est pas. Donc c'est une erreur fondamentale. Et même les gens en dédicace viennent me voir et me disent « Ah oui, Cro-Blanc, j'ai lu ça en bibliothèque verte. » J'ai dit « Oui, mais c'est un écrivain socialiste, c'est un écrivain révolutionnaire. Ce mec-là était militant, ce mec-là a écrit sur la misère des pauvres à Londres, sur l'armée des gueux, des chômeurs de 1880 aux États-Unis. C'est un auteur pas pour enfants, c'est un auteur pour tout le monde, quoi. Enfin, de son époque. Voilà. Et là où il était déçu sur le Loup des mers, c'est qu'en fait, il voulait dénoncer à travers le personnage de Lou Larsen la théorie du surhomme de Nietzsche. Or, les gens ont considéré le livre comme un exemple de virilité pour leur fils. Il dit, mais non, c'est pas un exemple, c'est un contre-exemple. Voilà, il était très déçu, il s'est dit, j'ai raté mon œuvre parce que j'ai rendu fascinant un personnage détestable. Et comment tu as travaillé concrètement sur le projet? Concrètement? Tu as travaillé par partie, par... Alors, moi, je divise les postes. J'ai mis 2 ans pour le faire, ce livre. J'ai passé 3 mois, un peu plus de 3 mois sur l'adaptation elle-même, c'est-à-dire que je travaille sur la matière littéraire et je fais mes découpages de bande dessinée, mais ce n'est pas encore les planches, c'est qu'est-ce qu'est là la part de dessin, la part de texte, comment je gère les calmes, les accélérations, enfin toute la dramaturgie dont je parlais tout à l'heure aussi. Et puis après, j'ai eu 1 an et demi sur le dessin, c'est quand même 120 pages, donc c'est copieux, enfin 120 planches. Et puis j'ai eu un peu plus de 3 mois pour la couleur. Donc vraiment, je fais ça par tranches successives. Donc quand je suis le dessinateur, j'obéis aux ordres que je me suis donnés au moment où j'ai fait la mise en scène et le découpage. Et je ne veux plus remettre en cause quasiment toutes les décisions faites d'un point de vue narratif au moment où je dessine. Et au niveau du découpage, justement, tu as divisé un chapitre, et chaque chapitre a un peu sa couleur atmosphérique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce choix? En vérité, pour moi, ce livre-là, comme le précédent, aurait pu être uniquement des livres en noir et blanc. J'adore le noir et blanc, et quand le noir et blanc est bien fait, j'y vois les couleurs. Je veux dire, le cinéma noir et blanc était pour moi une merveille, et l'arrivée de la couleur n'a pas forcément amené grand-chose de plus au cinéma. Enfin, faut quand même. Mais bon, je suis un grand amateur de noir et blanc de manière générale, même chez les dessinateurs, les graveurs, enfin bon. Donc du coup, pour faire la couleur de ces albums-là, j'ai pas besoin d'avoir plein de couleurs à la page avec je sais pas, du vert pour l'herbe, du bleu pour le ciel, du jaune pour la fleur, etc. Donc du coup, le système de mise en couleur ici est plus une mise en lumière. C'est plutôt un travail d'éclairagiste qui met des filtres colorés devant son objectif. Et finalement, de manière à donner quand même
parce que c'est une longue histoire et que le lecteur ne se lasse pas d'un système de couleurs qui pourrait être fatigant, vu que l'histoire est quand même bien noire, quoi, et qu'on est dans un huis clos, donc il ne fallait pas enfermer les gens 120 pages sans qu'ils décrochent. Le fait de varier les couleurs par chapitre amène quand même, ne serait-ce qu'au feuilletage et à la lecture, une variété de couleurs qui rend la chose plus agréable, je l'espère. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur une scène qui est assez centrale, celle où il attrape donc, le jeune homme qui embarque par le cou et lui dit finalement tu as un attachement à la vie? Alors, c'est le génie de London là. C'était trop bien cette scène et donc j'avais aucune raison de changer quoi que ce soit. Alors finalement j'ai peut-être changé des choses, mais sans doute pour mieux la respecter. Hein. Mais en fait c'est la démonstration, enfin il faut dire aux gens qui écoutent le sujet, en fait le débat qui a lieu entre eux c'est sur l'immortalité de l'âme, c'est y a-t-il une vie après la mort? Et le capitaine Lou Larcel est convaincu que Dieu n'existe pas, que c'est une pure invention qui a peut-être été nécessaire pour l'existence de l'homme, mais que lui, il ne croit pas du tout en l'au-delà, et qu'il est maître de son destin, et qu'il ne craint pas Dieu, puisque Dieu n'existe pas, puisque ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu, et qui a écrit la Bible, etc. Donc voilà, il part de ce principe-là. Et l'autre, au contraire, pour défendre sa culture et sa moralité, dit « mais non, je crois à la survivance de l'âme, et donc il faut accomplir le bien pour aller au paradis, en gros. » Et l'autre lui dit « mais si tu attends une vie meilleure après cette vie terrestre, qu'est-ce que tu as à craindre que je te tue maintenant ?» Et donc il lui passe sa poigne, son bras de fer, et sa main gigantesque pour le tuer comme on étranglerait un poussin, et il commence à lui serrer le kiki, et l'autre se débat nécessairement, comme tout le monde le ferait, si ça nous arrive. Et donc, Lou Larcel lui dit « mais regarde, ton corps ne croit pas en ta théorie, ton corps se défend. S'il était convaincu, parce que l'esprit et le corps ne sont qu'une chose, s'il était absolument convaincu qu'il y a une vie après la mort, tu te laisserais partir pour une vie meilleure. Or, tu te défends, donc tu n'es pas bien sûr de ce que tu me dis, que moi je suis sûr de ce que je te dis. » Lou Larcel, c'est un personnage. Et ce qui est génial, excuse-moi, je conclus, ce qui est génial du point de vue de London, c'est que cette espèce de débat théologique pourrait être absolument pénible si c'était uniquement verbal, parce que tous les arguments se valent et le débat pourrait durer. Mais là, ça passe par de l'action, de l'aventure. Et donc, du coup, c'est une démonstration par le visuel. Et c'est donc génial de faire, par la bande dessinée comme par le cinéma, de profiter des images pour accentuer une démonstration théorique. Voilà. Et donc, Lou Larcel est un personnage violent, cynique. Et alors, ce qu'on découvre, c'est qu'il est aussi lettré, cultivé. Enfin, c'est un autodidacte. Donc ça, c'est un petit peu un côté... on aurait préféré qu'il soit totalement mauvais. Oui, bien sûr. Et puis, on a tout de suite, on vit beaucoup entouré de clichés. Et en bande dessinée, il n'y en a que trop. Et donc, du coup, quand on voit quelqu'un de fort, on se dit, il est bête. Quand on voit une fille qui est belle, on se dit, elle est sotte. Mais c'est des conneries. J'ai rencontré, ne serait-ce que Clotilde, est une fille très belle et très intelligente. Et donc tu te dis, donc c'est vraiment des bêtises. Et donc il n'y a pas de règles ou de loi là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que London est un auteur qui pourrait paraître rustre et un peu premier degré, mais en réalité il est complexe et il est riche, il met de la féminité dans l'homme, de la masculinité dans la femme. Et moi ça me plaît parce que c'est comme ça que j'envisage la vie depuis toujours. Et donc du coup, il rend les choses complexes. Et finalement, cet homme est très fort et aussi très intelligent. Mais c'est là où il veut faire sa démonstration de la théorie du surhomme. C'est qu'il dit, je vais faire un homme qui a les capacités de Napoléon, par l'intelligence, le fait de pouvoir manipuler les gens, organiser des plans, des stratégies, etc. Mais je vais lui donner un corps de gorille, un corps hyper musclé, un homme de la préhistoire, disant que il a bien fallu à la préhistoire qu'on soit assez intelligent pour faire du feu et assez costaud pour résister au froid, quoi. Dans le roman, il y a plus Lou Larcel s'affaiblit au fur et à mesure jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Plus le jeune homme se fortifie. Il y a un système de balancier. Est-ce que c'est un roman de la transmission aussi? Ouais, je crois. J'ai pas... C'est un truc qui découle du livre. On ne maîtrise pas tout quand on fait un récit, et je pense même pas que London ou quelconque écrivain maîtrise absolument tout de ce qu'il dit. Donc du coup, je pense que c'est pas ça le moteur de l'histoire, mais ça découle naturellement de la chose. C'est-à-dire que
pour survivre, ce critique littéraire qui n'était pas du tout fait pour la rude vie de la mer et des pêcheurs et des machins, enfin des gars qui ont des mains brûlées par le sel, qui ont des corps à tirer les haubans et tout ça, il n'est pas fait pour ça, mais s'il doit survivre dans celui-là, il doit s'adapter. Donc finalement, et il doit s'adapter aussi pour se défendre contre ces mecs-là qui le prennent pour le coup pour un espèce de lopette ou de sous-homme, je ne sais pas comment le dire sans être vulgaire. Mais donc il doit se défendre de ça, donc il doit se transformer et lutter contre lui-même et son éducation et sa nature pour arriver à se faire respecter à bord du bateau. Et il hésite entre le suicide et la lutte, et finalement il choisit de lutter contre le cuisinier pour s'assumer. Mais la bouffe aussi, la vie au grand air, les furoncles qu'il attrape, parce que la nourriture à bord du bateau, c'est autre chose que ce qu'il mange quand il est à San Francisco, dans son milieu bourgeois. Donc évidemment, tout son corps se change, comme si nous-mêmes, êtres faibles comme Van Weyden, nous retrouvons dans cette situation-là. Il faudrait bien qu'on s'adapte ou qu'on meure. Et donc évidemment, il se transfigure, il se transforme, les cheveux poussent aussi, il devient plus sauvage, hein, il démarre très civilisé, petit chapeau, et puis ça devient une espèce de barbare un peu, quoi, on va dire. Et donc du coup, effectivement, il se transforme, donc l'influence de la vie et de Lou Larsen, et de la nécessité de la survie, de l'adaptation, la théorie de Darwin aussi, hein, développée là-dedans, fait qu'il se modifie. Quant à Lou Larsen, on ne peut pas dire qu'il s'affaiblit au contact de Van Weyden, lui, il est atteint d'un mal génétique qui serait un problème de circulation sanguine, puisqu'il est atteint de fortes migraines et donc qui l'handicape totalement. Alors est-ce que c'est des migraines ophtalmiques de je ne sais pas quoi? C'est surtout un prétexte pour London pour montrer que cette espèce de surhomme vient de la préhistoire mais doit disparaître. C'est-à-dire qu'on est dans un autre siècle, maintenant ça va être le siècle des Van Weyden, et on est fini du siècle des surhommes, qui hypothétique, hein, c'est purement l'argument du roman, et que donc lui est atteint d'une tare génétique qui va faire que son espèce va disparaître naturellement. Et donc il a affligé finalement d'un mal intérieur qui vient le détruire, parce que, ce qui est très bien pensé malgré tout, c'est que rien de l'extérieur ne peut atteindre cet homme, qui est trop fort pour tout. Il combat la mer avec son bateau, il défie les dieux qui n'existent pas, enfin il a peur de rien, et il gagne toujours. Et là il est atteint par un mal intérieur qui le détruit, qui serait comme une malformation génétique, on va dire, comme l'extinction d'une espèce. Et que retiens-tu pour finir sur ce projet? Qu'est-ce que tu dois retenir? Je ne sais pas trop comment dire ça. Beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup pensé pour reprendre, relire, pour refaire la chose la plus parfaite que je puisse, sachant que la perfection est inatteignable, et que ce n'est pas d'ailleurs l'intérêt d'être parfait. Les qualités sont aussi dans les défauts, souvent, chez les gens. Et donc, du coup, beaucoup de travail, avec pas mal d'angoisse pour savoir comment l'accueil sera fait. Et visiblement, l'accueil est bon et je suis au paradis, qui n'existe pas. Merci à toi. Qui est là, maintenant, ici.